Voilà, ou encore de l'imprimerie de préférence, de l'imprimerie. Donc, c'est Constantinople comme étant ce qu'on appelle le lieu des orthodoxes. Eh bien, Constantinople a été prise par les barbares, entre guillemets, par les musulmans. Et aussi, on a la Grenade qui a été prise. On a en 1512 à 1598, je vais vous parler de l'éruption de l'Empire ottoman, ce qu'on appelle l'actuelle Turquie aujourd'hui. Eh bien, c'est que cette période était considérée comme étant l'apogée de l'Empire ottoman, notamment en Iran. Donc cela veut dire qu'il y a un lien politique entre l'Iran et la Turquie par rapport à la question de l'Empire ottoman. Et en 1756, quelques années après la mort de Luther, 10 ans après la mort de Luther, on a Akbar, un grand mongol et un grand philosophe ouvert au dialogue qui lui-même je dirais, s'impose comme étant un nouveau réformateur de l'islam. Alors, pour aller plus vite et pour faire court, pour revenir à cette question, maintenant, puisqu'il y avait une visée expansionniste, il y avait une visée, je dirais, de soumettre l'Europe en particulier. Donc, dans ce cas, l'Europe avait a réagi dans les années 90, cela veut dire qu'on est à la fin du 18e et début à la fin du 18e et jusqu'au début du 20e siècle. On parle de ce qu'on appelle la période de la colonisation européenne. Et je peux vous dire, notez ça très bien, et ça peut faire aussi question d'examen. On ne peut pas comprendre aujourd'hui la relation difficile entre beaucoup de pays au Proche-Orient, en particulier la Turquie, sans comprendre cette période du colonialisme européen. Et beaucoup de pays ne sont pas prêts à pardonner du tout. Et les pays arabes, bien entendu, à pardonner le colonialisme européen. Parce que c'est grâce à ce colonialisme qu'on arrive à démanteler, à déboulonner ce qu'on appelle le fameux empire ottoman, qu'on peut appeler aujourd'hui l'actuelle Turquie. Maintenant, sans aller vite en besogne, il me semble que l'actuelle Turquie a une certaine, je dirais, velléité, ou encore, il y a quand même un peu de nostalgie de cette période de gloire qu'on appelle l'Empire ottoman. C'était vraiment un grand empire. Et aussi un empire extrêmement, lorsqu'on parle d'empire à ce moment-là, c'était basé sur la dictature. La liberté n'était pas forcément de mise. Mais les gens y vivaient et la gloire du monarque était importante. Et que c'est grâce au colonialisme européen, entre guillemets, que l'Empire ottoman a été démantelé. Et que sur ce point-là, vous savez très bien, il n'y a pas longtemps, et avec le génocide des Arméniens, et toute la difficulté que ça pose aujourd'hui comme jeune européen, et le fait que l'Allemagne lui-même, le Bundestag avait voté et a reconnu le génocide arménien par l'Empire ottoman, tout le bruit que ça a fait. Et voilà, donc cela veut dire qu'on est aujourd'hui dans une espèce de poudrière parce que tout simplement, il y a un passé qui n'est pas encore guéri. Et ce passé qui n'est pas encore guéri, eh bien, d'une certaine manière, revient sous d'autres formes dans le débat politique entre, eh bien, je dirais, Orient et Occident aujourd'hui. Donc en 1805, il y avait Mohamed Ali, qui est aussi un grand nom de l'islam en Égypte, qui a vu le jour. En 1806, il y a les Wahhabites à la Mecque. C'est aussi une expression de l'islam assez importante qui a pris la Mecque en otage. Et en 1924, on a ce qu'on appelle la période des nationalistes. Cela veut dire quoi? C'est des pays qui disent nous devons être des pays forts, nous devons être des nations fortes. Et de ce fait-là, on commence à se battre pour se libérer du joug du colonialisme, et ça a commencé en 1924 et ça a continué pendant presque toute la première moitié et le début de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc je sais que les dates en général c'est des choses qui fatiguent moi aussi, mais je voulais au moins vous donner une idée sur un grand trait, bien évidemment, sur cette question.
Et là, je peux rapidement vous dire qu'en 1979, c'est une date aussi importante, ce qu'on appelle la révolution islamique de l'ayatollah Khomeini en Iran, et que cette révolution avait dans la perspective des nationalismes du XXe siècle, et que l'Iran avait pris du poids dans la balance, et que cette révolution aujourd'hui fait en sorte que l'Iran c'est l'une des plus grandes nations sunnites ou chiites au monde. C'est quelle nation? Sunnite ou chiite? Voilà. C'est l'une des plus grandes nations chiites. Et puis ça c'est important parce que je vais quand même vous faire une petite différence entre chiisme et sunnisme. Mais ça doit être clair dans votre tête. Lorsqu'on dit, par exemple, un pays comme l'Iran, c'est le chiisme. Un pays, par exemple, comme Arabie Saoudite, c'est sunnite. Voilà, sunnite. Donc, parce qu'en fait, c'est pas simple comme différence, mais ce qui est intéressant, c'est que suivant qu'on est chiite ou bien qu'on est sunnite, on n'a pas la même lecture de la réalité des choses. Donc, en 1996, vous étiez, pour certains étaient déjà au monde, vous étiez déjà nés, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la prise de Kaboul par les talibans. Les talibans, et c'est ce qu'on appelle un groupe qui se réclame du salafisme radical. Et vous savez très bien ce que ces talibans représentent aujourd'hui en Afghanistan. C'est vraiment un groupe qui ne cesse de semer la terreur, le deuil de la population, par toutes sortes de moyens, évidemment, notamment la question des kamikazes. Et en 2001, vous étiez tous stupéfaits de voir comment les deux tours jumelles aux États-Unis, et c'est au nom de certains types d'islam. Voilà, c'est pas au nom de l'islam en général, mais au nom de certains types d'islam. Et radical, il fallait frapper l'Occident dans son cœur. Maintenant, quand sur son propre territoire, les États-Unis, qui est considéré comme étant l'une des plus grandes puissances au monde, et de voir que sous votre propre territoire, on a détourné des avions capables de toucher le cœur économique de ce qu'on appelle la ville économique du monde. C'est pas une mince affaire. Et ce qui est encore beaucoup plus dur, c'est quelqu'un qui a été formé à l'école américaine. C'est quelqu'un qui connaît le pays. Et il n'a pas frappé à l'air, il a frappé sur le sol. C'est quelque chose. Et le problème, c'est qu'on peut dire tout ce qu'on veut, c'est que Oussama Ben Laden se réclame toujours de l'islam. On ne veut pas faire ça comme si, non. C'est vrai qu'il n'appartient pas à tout l'islam, s'il y a une frange, une expression de l'islam. Il est clair que c'était un coup dur porté à l'Amérique, un coup dur porté, entre guillemets, au monde occidental. Et donc voilà, et j'ai vu aussi sa mort, parce que sa mort a été célébrée dans beaucoup de capitales du monde, parce qu'il était considéré comme étant l'ennemi numéro 1, donc c'était le 2011, donc il a trouvé la mort. Mais dans quel pays? Dans quel pays? Au Pakistan. Donc ça, ce sont des informations pour comprendre que... pourquoi j'ai dit toutes ces choses? Parce que la plupart du temps, lorsqu'on parle de religion, que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans, ils ont tendance à occulter le côté sombre de l'histoire. Et moi, il faut le dire, moi comme chrétien, comme théologien évangélique, parfois j'ai quand même quelques honte quand je vois tout le tort que l'Église a fait à travers l'histoire, à travers les croisades, à travers l'Inquisition. C'est horrible. Ça ne fait pas la gloire de l'Évangile. Et d'ailleurs, c'est des éléments que les détracteurs de l'Évangile utilisent pour nous frapper à la figure. Voilà. Et donc il faut voir la réalité en face. Maintenant, quand des gens frappent au nom de l'islam et des gens essaient de démarquer, de dire oui, ça c'est pas l'islam, moi je ne suis pas du tout, de ce point de vue-là. Alors il est 11h32, c'est dommage. Il va falloir que je fasse ce stop. Mais laissez-moi dire, tout simplement, pour terminer avec une note beaucoup plus nuancée, la deuxième partie du cours, demain, et encore le prochain, demain ou jeudi, ça va se concentrer sur le rapport entre l'islam et le protestantisme. Et là, je crois que la matière sera encore beaucoup plus
intéressante parce que ça va nous permettre de voir quel regard les formateurs avaient eu sur l'islam et quels sont les points de convergence entre l'islam et le protestantisme et aussi les points de divergence. Donc là, je fais un stop et je remets le micro à Jean pour les séances de questions et de réponses. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est votre applaudissement. Est-ce que vous applaudissez une fois les